Oui, donc c'est l'heure des conclusions et c'est toujours fatal en fait une conclusion. Donc en fait il ne s'agit pas de conclure mais peut-être d'ouvrir sur les questions qui avaient été posées autour des nouvelles villes, enfin des villes nouvelles, non des nouvelles villes, pas des villes nouvelles justement, de s'éloigner des villes nouvelles, ça a été rappelé tout à l'heure. Et par contre de revenir un peu sur l'idée des scènes nouvelles et de qu'est-ce que ça voudrait dire que l'espace, le milieu, le territoire, la ville en tant que telle devienne une scène dans laquelle en fait le clivage entre spectateurs et producteurs d'un côté, entre consommateurs et citoyens en fait, sans vouloir qu'il disparaisse, parce que c'est une utopie, on nous a montré tout à l'heure que c'était pas possible, mais qu'au moins ce clivage ne produise pas de la frénie, quoi. C'est-à-dire en fait de l'horreur. Voilà, c'était ça un peu l'idée disons, de l'intitulé de ces nouvelles scènes. Alors, moi je voulais vous parler, mais je ne vais pas en parler directement, mais, parce que c'est un programme qui s'esquisse. Ça serait comment réaliser, disons favoriser, c'est un peu d'ailleurs ce qui a été dit tout à l'heure, comment favoriser ces nouvelles scènes comme rapprochement, disons, de la citoyenneté et du bien-être, étant entendu qu'il ne s'agit pas d'être contre la consommation aujourd'hui, ce serait absolument un non-sens. Alors, moi j'ai essayé de construire un concept qui est l'hyperville, c'est-à-dire d'avoir un marqueur qui permette de dire en fait, qu'une hyperville c'est justement quelque chose qui fait que la ville, le territoire, cette nouvelle scène sont travaillés par le numérique. Alors moi je ne suis pas du tout un technophile absolu, mais je pense qu'effectivement, comme il y a eu à un certain moment le développement des villes avec les réseaux ferrés, et bien aujourd'hui les réseaux numériques nous permettent évidemment d'envisager une nouvelle phase de développement, et l'hyperville correspondrait à quelque chose qui est, sur lequel je vais revenir très rapidement. En tous les cas, la position du problème, c'est d'essayer d'esquisser un programme, des orientations qui permettraient en fait de développer une sorte de recherche contributive ou une recherche-action qui permettrait dans l'état actuel de faire en sorte que l'université, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par Patrick, revivifie les démarches des sciences humaines et qu'on puisse dire que les sciences humaines ne sont pas inutiles sans pour autant faire de l'utilitarisme. Et en fait, au contraire, développer une logique qui est la mienne, qui est une logique de l'interprétation, du travail interprétatif, mais aussi un travail interprétatif qui n'est pas déconnecté en fait de régime d'action, et on pourrait dire même de régime d'engagement. Et donc, il y aurait une sorte de triangle d'interrogation. Disons les trois sommets, ça serait la ville et plus exactement les territoires de la ville. Premier sommet. Donc l'hyperville serait en fait au milieu de ce triangle. Deuxième sommet, ça serait l'imaginaire et les mondes virtuels. Et le troisième sommet, en fait, ça serait ce que j'appellerais les scènes, plus exactement la réarticulation entre scénographie, mise en scène de soi, on peut dire, mise en scène de soi, c'est-à-dire au niveau des corps, ça a été dit tout à l'heure, depuis Mauss, scénographie, c'est-à-dire en fait l'aspect théâtral des écritures, scénation, c'est-à-dire l'écriture, disons, numérique de la mise en scène sur les écrans de soi, des autres, etc. Et c'est pour ça que j'avais proposé en fait de travailler sur ce concept qui est une proposition de scénarité qui consisterait à essayer de saisir les modifications des régimes, de mise en scène, et donc de parler à travers ce concept, d'aborder à travers ce concept, de capter à travers ce concept, disons, des éléments des scènes nouvelles dont il est question. Alors, ce triangle, on peut l'aborder à partir d'un paradigme. Alors, je ne vais pas vous, disons, développer ce paradigme, mais c'est un paradigme esthétique et aussi poétique. Et en fait, ce paradigme, c'est vrai que Guattari a ouvert le chemin dans un de ses derniers ouvrages sur le chaosmose, où en fait il nous montre que penser la politique aujourd'hui sans le paradigme de l'esthétique, des sensations, sans le paradigme de l'éthique, sans le paradigme du poétique, et bien effectivement c'est forcément taper à côté, ou enfin disons miser à côté de ce qu'il conviendrait de faire. Ce qui veut dire en fait que ça permet de renouveler la question, qui est une question fondamentale, je crois, des équipements collectifs. Et Guattari avait proposé un concept assez intéressant d'équipement collectif de subjectivation.
bon, on peut dire qu'une piscine, c'est un équipement subjectif de corporité ou de corporation, enfin de corporité, parce que corporation, c'est déjà pris. C'est-à-dire qu'en fait, on fait de la gymnastique, enfin, on va s'entretenir à la piscine, mais en fait, qu'est-ce que ça voudrait dire que des équipements subjectifs de subjectivation, si on comprenait la subjectivation, alors il y a un mot que j'aime pas du tout, c'est empowerment, mais c'est un autre mot qui est beaucoup plus, enfin, à mon avis, intéressant, de capacité, c'est-à-dire en fait, c'est Amartya Sen qui développe ça, c'est qu'en fait l'objectif des équipements collectifs de subjectivation permettrait aux individus eh bien, de persévérer dans leur être, de se renforcer dans leur capacité, de se renforcer en fait dans leur mode d'existence, dans une culture de l'expressivité, dans une culture entre guillemets de la recherche d'une satisfaction de soi, mais sans sombrer dans une sorte d'égologie qui serait purement narcissique, qui est, comment dire, aujourd'hui le régime dominant de la subjectivité porté par la publicité. Le deuxième point, effectivement, c'est un autre rapport à l'image. Alors, il en a été question aujourd'hui. Ce rapport à l'image, c'est qu'en fait, Bussy Glucksmann, qui est venu faire une conférence dernièrement, parlait de l'avènement d'une image flux, ou au moins d'une image numérique. En fait, grosso modo, dans l'histoire de l'humanité, on n'a pas beaucoup de régimes d'image. Hein. On a l'image mentale, on a l'image picturale, on a l'image analogique, photographique, qui va devenir l'image mouvement avec le cinéma, et l'image numérique, en fait, est un nouveau régime d'image. Et ce qui est clair, c'est que, en fait, ce nouveau régime d'image, eh bien, ça va rebattre les cartes de l'imaginaire, du virtuel personnel, en fait, comme aptitude, disons, de chacun à produire des images mentales, mais aussi d'un virtuel technologisé. Dernier point, troisième point, ça serait effectivement l'idée d'une création collective, ou encore en fait l'idée d'une création collective des savoirs partagés, c'est-à-dire en fait d'un nouveau régime de l'art. Il me semble qu'aujourd'hui, le statut d'artiste, c'est un statut de malheureux, de miséreux, sauf en fait la starification des artistes. Alors il y a un concept qu'on avait essayé de développer dans Poétique du numérique 3 à Nantes, là, en juin dernier, que j'avais essayé de développer, qui est le concept d'enœuvrement, par opposition au concept de désœuvrement. Il me semble que l'idée, en fait, d'avoir un régime artistique où on essaye d'enœuvrer les gens, et ça ne veut pas dire enivrer, hein, évidemment, d'enœuvrer les gens, ça veut dire de développer leur capacité, leur aptitude, évidemment, à s'exprimer par des moyens qui sont, en fait, tous les moyens possibles et imaginables. Ceci, ça permettrait d'arriver à une sorte de design que moi j'appelle design élargi ou design des existences. Je n'ai pas le temps de développer, mais en fait, je pense qu'on nous arrivons aujourd'hui à un nouveau design. Il y a eu des étapes du design. Le design, comment dire, objet, dans un premier temps, le design des services. Et aujourd'hui, en fait, on arriverait à un nouveau type de design qui serait plus synthétique, plus global, qui permettrait évidemment d'intégrer, comment dire, l'objet, puisqu'il ne s'agit pas de réduire l'objet, mais dans un milieu. Et en fait, on peut dire que le Web 3.0, ça sera l'Internet des objets. Et cet Internet des objets, ça va être un Internet qui risque évidemment d'avoir des incidences considérables sur des, comment dire, sur la vie quotidienne. Et la vie quotidienne dans la modernité, on a cité tout à l'heure Lefebvre, c'est fondamental. Et donc il peut y avoir une réinvention de cette vie quotidienne autour de ces objets intelligents, mais pas que intelligents, puisque ça va se faire, ce sont des technologies relationnelles, ce ne sont pas des relations simplement entre le sujet et l'objet, mais des relations entre les gens dans une réinvention de l'interpersonnalité. Ce qui veut dire en fait qu'on pourrait penser que ça nous amènerait à une conception de l'innovation nouvelle, non pas une innovation disons schumpeterienne qui est définie traditionnellement comme destruction créatrice, mais en fait, c'est-à-dire en fait c'est le régime de la destruction qui va jusqu'à l'obsolescence programmée, je veux dire, c'est dans son maximum d'intensité, ce qui est l'horreur, et qui est quand même au niveau de, disons, des génériques employés par les procédés, disons, d'investissement et de la sphère économique, c'est quand même le régime dominant, la destruction créatrice, et d'inventer en fait un style d'innovation qui serait comme le dit François Pérou, une création collective. C'est très difficile parce qu'effectivement, une création collective, ça bute sur la création, évidemment, qui a toute son histoire, sur laquelle je ne vais pas revenir, mais qui est souvent un acte personnel, un acte de signature individuelle, et que là, il y a des agencements à trouver, il y a des savoirs partagés à mettre en œuvre. Voilà, donc sur ces quelques conclusions, je vais terminer en définissant l'hyperville. Il me reste 3 minutes, ça va? Et puis, enfin, définissant l'hyperville, on va dire. Est-ce que ça pourrait être l'hyperville pour essayer de répondre à ce contrat-là? Contrat de recherche, évidemment, à esquisser.
Donc en fait, on peut dire dans un premier temps que l'hyperville, c'est rien à voir avec le règne du grand. Ça n'a rien à voir avec l'hypermarché. L'hyperville, en fait, pose la question du redimensionnement. C'est une question fondamentale. Et une partie de mon exposé aurait été, disons, de préciser la nature de ce redimensionnement, de ce changement d'échelle, qui, en fait, permet une interrogation à la fois sur l'interprétation qu'on doit donner à ce redimensionnement, mais aussi au régime d'action dont je parlais tout à l'heure, qui permettent de changer d'échelle, échelle depuis le local jusqu'au global, qui se réarticule. Alors pour ça, il y a quelqu'un que je cite toujours parce que j'aime beaucoup, en fait, et qu'il était de Bordeaux, il s'appelle Robert Escarpit, qui est un personnage très important pour la 71e section et les sciences de l'information et de la communication, qui, en fait, aborde la question du redimensionnement à partir des dimensions, suivant, en fait, une sorte d'adage qui dit « le grand chasse le petit, mais l'hyper-grand ramène le petit ». Et en fait, ça veut dire qu'il ne faut pas confondre la grande dimension avec ce qu'il appelle l'hyperdimension. L'hyperdimension, qui est apportée par Internet, par l'hyperespace, en fait, change évidemment la donne à tous les niveaux, depuis le micro jusqu'au macro, depuis le monde, comment dire, de l'infiniment petit, pour reprendre Pascal, jusqu'au monde de l'infiniment grand. Et là, nous avons effectivement quelque chose à penser, et je vais citer cette phrase d'Escarpit avant de terminer, qui me semble très intéressante, qui montre évidemment qu'on est dans un registre, chez Escarpit, d'un homme de très grande qualité qui a toujours, disons, porté haut l'exigence scientifique et la démarche éthique. Il a été président de l'université de Bordeaux 3, on peut le rappeler, Et voilà la phrase, elle est assez courte, mais l'hyperdimension se manifeste par l'inadéquation de la technologie contemporaine de la communication au fonctionnement d'un appareil d'État prétendant contrôler un territoire de cette ampleur. En fait, quand il écrit ça, dans les années 80, au début des années 80, en fait, il voit apparaître l'hyperdimension, l'Internet n'existe pas encore. Il pense évidemment à l'avènement d'un nouveau régime de communication qui correspond plus au fonctionnement d'un appareil d'État qui contrôlait, dont l'objectif était de contrôler un territoire ample, qui dépasse celui de l'État-nation. Il me semble que là, en fait, on a des éléments importants concernant évidemment les prémices d'une nouvelle pensée de la politique et du politique, qui permettrait évidemment d'envisager la question de nouvelles métriques, mais aussi en fait de nouveaux rythmes. Il me semble que là, il y a des travaux importants menés d'ailleurs par un autre de nos collègues qui s'appelle Pierre Sauvanet sur les rythmes, il me semble, les rythmes et l'esthétique. Il faudrait peut-être reprendre cette question de rythme, rythmologie d'ailleurs, à la fin de sa vie, d'ailleurs Raymond Lefebvre, excusez-moi, Lefebvre a travaillé son dernier livre, c'est un livre sur la rythmologie qui est assez peu connu et qui permettait, à mon avis, d'envisager de nouveaux rapports entre, disons, l'espace, le temps, de manière très complexe, pour sortir évidemment de cet historicisme marxiste qui a été quand même la panacée négative, évidemment, dont ont hérité les sciences interprétatives pendant une bonne partie du XIXe siècle, à travers, disons, la téléologie marxiste. Et là, évidemment, l'historicisme a été, vraiment quelque chose qui a empêché de penser les possibles, au sens de Leibniz, et au sens, disons, du monde, d'un autre monde des possibles. Pas du possible, mais est possible, mais des possibles, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc l'idée, ça serait d'envisager les rythmes de la vie autrement, les rythmes des modes d'existence, des situations urbaines, de redéfinir en fait là le design des existences qui arrive à un niveau, ou arriverait à un niveau d'interrogation, mobilisant les humains, les non-humains, comme disent Simondon et Latour, pour essayer d'arriver à penser ensemble, non pas seulement un urbanisme et un nouvel urbanisme, mais probablement une condition urbaine au sens de Mongin qui a été évoqué aujourd'hui, comme supplément quasiment déridien à la condition humaine d'Arendt. Pour cela, évidemment, on pourrait envisager, mais je n'ai pas le temps d'en parler, ce que Bernard Stiegler appelle une organologie générale, qui serait un cadre théorique qui nous permettrait évidemment d'envisager, pour moi, modestement, un renouveau de la communication, des sciences de l'information et de la communication, c'est-à-dire en fait une révision de l'espace public tel qu'il a été pensé par Habermas, c'est-à-dire en fait d'un agir communicationnel révisé
selon ce que je viens de dire. Voilà, je vous remercie.